Donc, merci donc pour l'invitation. Alors, moi, ce que je voudrais essayer de vous présenter, c'est de prendre comme angle d'entrée un exemple de politique que j'ai pas pris au hasard, qui sont les politiques qu'on pourrait appeler d'éducation prioritaire, d'éducation compensatoire. Alors, pourquoi la première raison, c'est parce qu'on est en cours d'achèvement d'une recherche européenne sur ces questions, donc les politiques d'éducation prioritaire en Europe, donc à propos de laquelle un premier bouquin est sorti. Ça, c'est, on pourrait dire, une histoire de conjoncture, mais aussi parce que il me semble que c'est pas inintéressant de réfléchir sur donc la première partie de mon intervention, sur ce que j'appellerais les politiques d'éducation prioritaire d'un contexte et d'un âge à un autre, en essayant de développer l'idée qu'il y a 3 âges des politiques d'éducation prioritaire ou des politiques dites compensatoires en éducation, qui font que ces politiques sont sans doute, même si elles ont la même appellation aujourd'hui qu'hier, sont sans doute plus du tout les mêmes. Et il me semble qu'en réfléchissant à ça, on peut réfléchir sur l'évolution un petit peu de la pensée politique en matière d'éducation, et en particulier sur des questions dont j'imagine qu'elles se préoccupent tout le monde ici, les questions politique éducative et démocratisation, conception de la démocratisation, conception de l'école liée à la démocratisation, conception de l'élève, donc toute une série de choses comme ça. Voilà. Donc, et en revenant dans un deuxième temps, donc après ça, il me semble que réfléchir là-dessus peut nous amener à reprendre, j'ai envie de dire à nouveau frais, un certain nombre de questions sur le bilan de la période qui me semble s'achever, qui est la période des années 80-2005, et de revenir sur un certain nombre de questions et de réfléchir sur comment n'a-t-on pas pendant cette période-là pensé la démocratisation sur un modèle qui lui tournait en partie le dos. Voilà. Alors, autrement dit, sur un modèle de classe moyenne. Voilà, donc voilà le menu. Donc alors, sur ces questions de politique d'éducation prioritaire, donc je ne vais pas m'appesantir sur la recherche, mais donc on a un travail coordonné par l'INRP, par Daniel Frangi, qui porte sur 8 pays européens, qui sont donc l'Angleterre, la France, la Belgique, le Portugal, la Grèce, la Suède, la Roumanie et la République tchèque, voilà. Mais qui nous a amené à réfléchir évidemment sur un certain nombre d'autres choses. Alors, je crois que si on s'intéresse à ces questions-là, donc on voit émerger dans les premières politiques de ce type, alors qui s'appellent pas forcément politique d'éducation prioritaire, elles vont s'appeler comme ça en Angleterre dans les années 70, puis en France à partir de 81, mais ça s'appelle souvent politique de compensation aux États-Unis un petit peu avant l'Angleterre. Donc on voit naître ce type de politique dans des contextes sociopolitiques, alors plutôt de pays de ce que certains appelleraient État-providence, c'est une expression pour ma part que je n'utilise pas, mais elle résume bien, ou welfare state si on veut faire en anglophone, et dans des pays où on pourrait dire ce type de politique se met en place sur l'achèvement, j'ai envie de dire, du modèle type collège unique ou comprehensive school en anglais, achèvement dans les deux sens du terme, c'est-à-dire où on achève de mettre en place ce type de choses-là avec des avatars différents selon les pays, mais aussi achèvement au sens où la mise en œuvre de ce type de politique est au nom, donc avec une démocratisation pensée au nom de l'égalité d'accès, de l'égalité des chances dans l'enseignement secondaire, et bien on se rend compte évidemment que quand on met en place ça, ça suffit pas à réaliser l'égalité des chances de réussite et que on a, je veux dire, d'une certaine façon, remplacé des processus différenciés de scolarisation au sens de qui était scolarisé où et dans quel type de filière ou d'établissement, par des processus différenciés de scolarisation, mais internes, qui interrogeront le fonctionnement même des établissements, des pratiques enseignantes, etc. Donc on a voilà, un premier type de politique qui se met en place et qui, alors sur des modèles assez massivement inspirés d'une idéologie compensatrice ou d'une idéologie déficitariste, avec l'idée qu'il faut que ces politiques compensent les déficits que les élèves trimballeraient avec les élèves de milieux populaires en particulier,
travaillera avec eux du fait de conditions de socialisation familiale, de conditions de vie défectueuses, déficitaires. Et ce type de politique est d'emblée, aussi bien en Angleterre qu'en France, mais même aux États-Unis, et dans les pays qui vont l'adopter assez rapidement, même ou un peu plus tardivement, c'est par exemple le cas de la Belgique, au moins francophone, les Belges c'est toujours compliqué, du Portugal, ces politiques vont être d'emblée des politiques dites territorialisées, c'est-à-dire où les modes de ciblage, on va avoir une relative cohérence dans les modes de ciblage entre viser des catégories sociales populaires considérées comme démunies, viser des zones où ces catégories sociales sont les plus nombreuses et viser donc les établissements situés dans ces zones et qui accueillent ces... Donc on a une cohérence de ciblage, je reviendrai sur cette chose-là, et avec une rhétorique, un modèle de référence massivement sociologique, alors sociologique, soit sociologie scientifique, soit sociologie profane de type handicap socioculturel, mais on voit bien que ce qui est d'emblée la référence à ce type de politique, c'est la mise en évidence par les travaux de sociologie, en particulier sociologie quantitative, d'inégalités récurrentes malgré l'unification du système éducatif. Donc on va dire, ça c'est le premier âge de ces politiques d'éducation prioritaire, avec néanmoins des débats dès ce moment-là, qui portent moins d'ailleurs sur la nécessité ou l'intérêt ou l'utilité d'avoir des politiques de moyens accrus visant certaines catégories de public, visant certains établissements ou certaines zones, que sur les conceptions qui sous-tendent, puisqu'on a deux types de critiques dès cette période-là. Une première critique qui est représentée en France, en particulier par Viviane Isenberg-Giamatti, dans un texte qui date des années 1900, début des années 70, 73, mais en Angleterre par quelqu'un comme Basil Bernstein, qui critique l'idée de pédagogie de compensation, en disant cette idée de compensation et cette idéologie déficitariste dédouane d'interroger le fonctionnement de la science scolaire. Je vais un peu vite parce que je suppose qu'un certain nombre de ces choses-là sont connues. On a également un deuxième type de critique à ce type de politique, alors plus fort aux États-Unis et en Angleterre qu'en France, pour des raisons culturelles et politiques, et une critique plutôt de type communautaire, où on critique ce type de visée compensatrice au nom de revendication d'une politique éducative visant au développement des communautés. Donc évidemment, c'est dans les contextes anglo-saxons où les questions des communautés culturelles, ethniques sont beaucoup plus présentes dans l'espace politique qu'en France. On voit bien que ces choses-là se jouent. Voilà. Donc on a un premier modèle qui donne lieu à des réalisations alors inégales, mais aux États-Unis, il y a des choses quand même relativement importantes, des programmes relativement importants, dont l'évaluation a posé des questions, parce que les premières évaluations à court terme étaient relativement décevantes. À plus long terme, on s'est rendu compte qu'il y avait des effets qu'on les évaluations à court terme n'auraient pas forcément vus, mais que ces effets étaient plus sur les processus la réduction de la délinquance, des grossesses précoces, etc., plus que sur la réduction de l'inégalité scolaire. Voilà, donc on a ce premier âge. Assez vite, alors en France, le programme est beaucoup plus massif que dans d'autres pays. En Angleterre, la première phase en Angleterre, on crée dans les années 70 5 zones d'éducation prioritaire. Donc c'est assez marginal et cette politique disparaît assez vite. Et puis on aura d'autres qui vont revenir après. En France, on a quand même la politique de zone d'éducation prioritaire, dont tout le monde a entendu parler, j'imagine, qui naît en 81, qui va concerner quand même assez vite. On a différentes phases dans l'histoire des aides, mais dès le début, ça concerne à peu près 8 à 10% des élèves du primaire et du collège, 8 à 10% des écoles et des collèges. Et puis, au fur et à mesure des deux relances de 89, 90 et de 98, on arrive aujourd'hui à pratiquement 20-22% des élèves et des écoles et des établissements primaires et premier cycle secondaire. C'est tout à fait conséquent. Alors, assez vite, on va voir la problématique compensatoire
Alors évidemment, ce premier âge, ce premier modèle évoluait vers ce que j'appellerais un deuxième âge ou un deuxième modèle, étant entendu que les âges et les modèles se chassent pas les uns les autres. Ils se superposent plus qu'ils ne comment dire, l'éviction, le verbe qui non, je ne sais plus, plus que chacun faisant le suivant faisant disparaître le précédent. Alors, avant que d'en venir à cela, je crois qu'il est important de croiser cette réflexion sur un type de politique particulier par une réflexion qui affecte les politiques éducatives de manière générale et à l'échelle internationale, qui est ce que certains appellent les changements des modes de régulation des politiques éducatives, et changements pour lesquels non seulement les gouvernements nationaux, mais peut-être encore plus que les gouvernements nationaux, ou encadrant l'action des gouvernements nationaux, l'action des organismes supranationaux est tout à fait importante. Alors aussi bien l'OCDE que la Commission européenne, de manière d'ailleurs particulière, parce que la Commission européenne n'a pas de compétences en matière d'éducation, comme vous le savez sans doute, mais elle produit des choses, et ce que j'essaierai de dire, c'est que ces choses-là ont des effets productif, performatif, même s'il n'y a pas de compétences. Donc on pourrait dire, si on reprend, que dans ces années-là, on a vu se substituer, on pourrait dire, à ce que collègue belge Christian Marot appelle un mode de régulation bureaucratico-professionnel, que je vais développer un petit peu. On a vu se développer un autre mode de régulation, alors qu'on peut appeler néolibéral, mais l'appeler néolibéral n'est pas le plus intéressant, il faut en cerner les caractéristiques évidemment. Alors mode de caractérisation bureaucratico-professionnel, c'est simplement un mode de régulation donc ancien, alors dont peut-être une des figures emblématiques était le système éducatif français, où on a une très forte prescription de normes étatiques centrales. En France, tout était centralisé, les définitions des contenus, des programmes, le mode de recrutement des enseignants, comme toute une série de choses. On était toujours du même côté par rapport à d'autres pays, et qui est d'où le terme bureaucratico, mais bureaucratique au sens weberien. Et puis bureaucratico-professionnel au sens où cette très forte importance du rôle central étatique dans la prescription de normes communes à tous s'accompagne d'une très forte autonomie professionnelle et corporative des enseignants et de leurs organisations au nom de leurs compétences, hein, et donc avec les principes de liberté pédagogique et le rôle très important des organisations professionnelles, y compris dans le débat et la contribution à la définition des normes. Mais d'une certaine façon, on demandait peu de compte aux enseignants et leurs pratiques dans ce modèle bureaucratico-professionnel. Alors, ce modèle bureaucratico-professionnel va, dans les années 70-80, être soumis à une double critique, et de la même manière que l'achèvement du modèle collège unique ou comprehensive school, que j'évoquais tout à l'heure. Alors, une critique, on pourrait dire, progressiste, de gauche, émancipatrice, c'est là comme vous voulez, qui critique ce modèle au nom du fait qu'il n'a pas réalisé les promesses d'égalité ou de réduction des inégalités pour lequel il s'est relativement imposé dans le débat sur l'école unique, mais aussi une critique, on pourrait dire, plus instrumentale, ou plus de droite, ou plus libérale, ou plus je sais quoi, au nom de la performance, de l'efficacité, du procès fait à l'institution scolaire de ne pas permettre de résoudre ou de diminuer les problèmes liés au chômage ou à l'évolution des compétences. Donc on a cette double critique qui va, on peut dire, une critique de gauche auquel répond une critique conservatrice qui va contribuer à une crise de légitimité donc de ce modèle de ce mode de régulation bureaucratico-professionnel et à l'affirmation progressive d'un modèle nouveau, alors qu'on peut appeler néolibéral, qui s'agence, on pourrait dire, entre un modèle de
sinon de marché, du moins de quasi-marché, je vais le développer, et un modèle d'état évaluateur, d'état prescripteur. Alors, modèle de quasi-marché, vous le connaissez comme moi, c'est de plus en plus, dans les pays où ça n'était pas encore le cas, on voit s'accroître considérablement la liberté de choix des familles en matière de scolarisation sur ce qui se présente ou qui tend à devenir un quasi-marché scolaire. On ne parle pas de marché parce qu'on est encore dans de la contrainte. Et cet accroissement donc des logiques de quasi-marché s'accompagne d'un accroissement de l'autonomie accordée, voire prescrite, au local, aux établissements, aux différents échelons. L'échelon local de l'établissement étant de plus en plus perçu comme l'unité la plus pertinente de traitement des difficultés et des contradictions que les politiques élaborées avec l'ancien modèle n'étaient pas parvenus à résoudre. Et donc on est toute la rhétorique de l'autonomie, de la diversification de l'offre de formation pour répondre aux besoins des familles avec la rhétorique donc de l'offre et des besoins et de l'offre de formation. Donc une rhétorique très inspirée de théorie du marché classique. Et donc avec un accroissement du poids et du rôle d'acteur dont l'intervention était peu importante dans l'ancien modèle, ou était instrumentalisée par les deux acteurs principaux, l'État central et les enseignants et leurs organisations professionnelles et corporatives, et ces acteurs qui vont monter, dont le rôle va monter en puissance, c'est évidemment les parents, considérés comme clients, je ne sais quoi, les collectivités territoriales, toutes les à la fois donc de l'infranational dans les collectivités territoriales et le supranational que j'évoquais tout à l'heure, et les organismes internationaux, et puis bien évidemment les établissements que je viens d'évoquer. Et en revanche, pour qu'on ait un modèle de quasi-marché, avec l'idéologie du consommateur informé qui peut consommateur ou prescripteur ou accompagnateur informé, il faut avoir des outils de mesure du produit qui permettent alors aux uns de choisir, aux autres de réguler, d'intervenir, de pouvoir orienter. Et évidemment, ces outils de mesure vont non seulement donner lieu à la prolifération de dispositifs d'évaluation externe avec la montée en puissance de la thématique de l'évaluation, avec aussi bien les enquêtes nationales. C'est la période où évidemment va s'affirmer la DEP, le service statistique, comme outil d'évaluation, y compris avec l'idée d'instaurer une culture de l'évaluation dans le système éducatif, en reprenant la formulation de Claude Tello, qui est une des personnes tout à fait importantes qui dirigeait la DEP pendant des années et des années, mais aussi les grandes enquêtes internationales de type PISA, sur lesquelles on pourra revenir dans le débat, qui s'affirment donc comme, dans un premier temps, comme outil de mesure, mais on va assez vite voir, on pourra y revenir dans le débat, comment les outils de mesure deviennent très vite des outils de pilotage, et comment la mesure n'est pas simplement, on va dire, un outil qui pourrait permettre le dialogue entre du scientifique et du politique pour évaluer les effets de politique, de dispositifs, etc., mais va devenir un outil qui produit des effets sur les politiques, qui va contribuer à réguler les politiques et leur mise en œuvre. On pourrait discuter, on en discutera sans doute tout à l'heure, sur comment les enquêtes internationales sur l'évaluation sur les acquis des élèves, pour reprendre la formulation du PISA, en donnant une définition des acquisitions des élèves qui sont évalués, va peser, évidemment, pour redéfinir les objectifs, les pratiques enseignantes, avec les logiques que les anglo-saxons appellent le teaching for test, c'est-à-dire on va de plus en plus enseigner en fonction de ce qui va être évalué, particulièrement lorsque va peser des contraintes d'évaluation qui ont des effets sur les établissements, lorsque les outils de mesure deviennent des outils de pilotage, voire des outils servant à attribuer
à dévoluer les moyens budgétaires aux établissements, comme c'est en route, comme c'est très fortement avancé dans l'enseignement secondaire dans les pays anglo-saxons, et comme c'est en route en France, par le maillon le plus faible, qui n'est pas l'enseignement secondaire, pas encore, mais qui est l'enseignement supérieur. C'est exactement un des enjeux de cette affaire. Voilà. Donc, voilà, on a donc ce changement de référentiel que je résume à gros traits, voilà, qui vient télescoper, on pourrait dire d'une certaine façon, les politiques d'éducation prioritaire, mais auxquelles les politiques d'éducation prioritaire elles-mêmes ont contribué. C'est tout à fait important. Les politiques d'éducation prioritaire, comme exemple premier exemple en France, par exemple, de politique territorialisée, vont installer cette idée du local, du territoire, de l'établissement ou de la zone comme unité de traitement la plus pertinente des difficultés, avec cette ambivalence, ou cette contradiction dans laquelle on peut être aussi bien sur le plan politique que sur le plan scientifique, qui est d'éviter de se renvoyer la patate chaude entre les unités locales et les contraintes structurelles du système éducatif. Donc on a là un nœud de contradiction. Alors, ce qui va se développer très très vite également, lié à ce nouveau modèle de régulation, c'est la thématique, et on va voir que ça va peser directement sur le référentiel de la politique Z, c'est la politique, on va dire, la rhétorique anti-exclusion, et liée à la rhétorique anti-exclusion, la rhétorique alors ce qu'en français on pourrait dire du socle commun, du minimum commun de compétences, qu'on va avoir dans ces eaux-là, très portées par les institutions internationales et en particulier par la communauté européenne et l'OCDE, une thématique qu'il faut regarder d'ailleurs dans le détail, ça c'est pas, on ne débarrasse pas comme ça, de l'idée qu'il est tout à fait important de travailler à faire que aucun élève ne sorte du système éducatif sans être doté d'un minimum de compétences en termes de contenu, en termes de curriculum, en termes de techniques intellectuelles qui permettent une insertion socio-économique, voire une insertion dans des modes de vie qui évitent l'exclusion, la précarisation, etc. Alors, quand je dis qu'il faut y regarder de près, c'est que on a là donc y compris une fixation d'objectifs qui peut, lorsqu'on sait qu'une partie des élèves des différents systèmes éducatifs ne sortent même pas en ayant acquis le minimum qu'on fixe aujourd'hui, qui peut, d'une certaine façon, représenter un progrès, et en particulier un progrès pour les plus démunis, si ce n'est, donc cette rhétorique mérite d'être regardée dans le détail parce que à cet aspect qui peut être intéressant après tout de définir, et je le dis de manière provocatrice en reprenant les formules compris de Baudelot et Stablet, un SMIC scolaire pour tous. Après tout, le SMIC au niveau salarial a représenté un avantage certain, donc pourquoi un SMIC scolaire ne représenterait pas un avantage certain? Simplement, si on ne dit que cela dans l'argumentation, on oublie au moins deux choses. La première chose, c'est que à cette possible amélioration dans les objectifs ou les rhétoriques politiques pour les plus démunis en termes de processus de scolarisation au sens absolu, c'est-à-dire au sens de ce que on a acquis. Donc à cette possible amélioration se conjugue, dans un contexte d'exacerbation de la concurrence, de la difficulté, se conjugue en revanche un accroissement des phénomènes de concurrence et d'inégalité pour l'accès aux biens éducatifs considérés là comme des biens relatifs. C'est-à-dire que la fixation du minimum ne suit pas l'exacerbation de la concurrence pour les biens les plus situés sur les échelons les plus supérieurs de l'échelle qui sert à l'organisation de la concurrence. Et donc, d'une certaine façon, si on ne se fixe comme objectif pour les plus démunis que le minimum, ils vont rester à la traîne d'une course qui s'exacerbe et pour lequel les enjeux minimums pour être dans la course, d'une certaine façon, vont plus vite
et que la fixation du minimum, et encore plus que la réalisation du minimum, il va loin de suffire de le fixer pour le réaliser. Donc ça, c'est la première chose. La deuxième chose, c'est qu'évidemment, quand on parle de minimum, la manière même dont on va commencer à définir le minimum et les moyens de l'évaluer risque fort, et on en voit des occurrences aujourd'hui, de conjuguer la rhétorique de l'exclusion comme rhétorique, on pourrait dire, de la survie, et pas du tout du minimum de l'insertion, c'est-à-dire de recomposer, on pourrait dire, un système éducatif avec des visées minimales pour les uns et des visées concurrentielles pour les autres. C'est-à-dire se transformer plutôt en RMI qu'en SMIC, et en RMI sans I, avec un I tout à fait problématique. Alors, pourquoi j'insiste là-dessus? Parce que, évidemment, cette rhétorique de la thématique de l'exclusion va devenir très prédominante dans la redéfinition en acte de la politique d'éducation prioritaire dans les différents pays. Et ce qu'on voit de manière très récurrente, alors, en particulier quand on regarde dans d'autres pays que la France, où les choses se disent de manière parfois plus crue qu'elles ne se disent en France, parce qu'on a encore il est difficile, même si Sarkozy vient de le faire, de se dire ouvertement anti-égalitaire en France, mais on voit bien qu'il y a des choses qui basculent, parce que le discours de Sarkozy, il y a quelques jours, aurait été intenable il y a 10 ans, il y a 15 ans. On voit bien qu'il y a des choses qui évoluent. Donc on a là une évolution de la politique, ZEP, qui va, on va dire, voir monter en puissance les objectifs explicites ou implicites, alors de lutte contre l'exclusion, de pacification. La lutte contre l'exclusion, c'est aussi quand la rhétorique de la lutte contre l'exclusion se substitue à la rhétorique de la lutte contre les inégalités. On voit bien aussi qu'il y a dans cette affaire-là le minimum dont les gens doivent être dotés pour être insérés socialement. C'est aussi pour éviter, et c'est tout à fait ouvert dans les rhétoriques de la Commission européenne, pour éviter les troubles sociaux, l'inclusion sociale devant être un antidote aux troubles sociaux dont seraient porteurs les exclus, vous supposez tellement qu'on voit bien, cette rhétorique va s'affirmer de manière très très forte dans ce que j'appellerais ce deuxième âge des ZEP, où on voit la rhétorique de la lutte contre les inégalités se substituer à une rhétorique doublement orientée, lutte contre l'exclusion, pour la pacification sociale, et tout ça pensé massivement en termes de minima, en termes de compétences clés. Et là, on a, alors, là encore, si on regarde du côté européen, on voit se mettre en place toute une série de choses qui ont des effets performatifs. On a toute une production, d'ailleurs intéressante, ça vaut le coup de s'y pencher, sur les compétences de base, les connaissances de base, les key competencies. Donc on a plein de choses, souvent en langue anglo-saxonne, faut aller y regarder, et qui ont, on en voit des effets dans la redéfinition des orientations en termes de contenu, dans l'élaboration des outils d'évaluation tels que PISA ou des choses comme ça. Donc on pourrait rentrer, on n'a pas le temps de rentrer dans le détail, on pourra le faire dans le débat. On a travaillé à une analyse secondaire des enquêtes PISA, où on voit un certain nombre de choses de cet ordre-là. Voilà. Alors, ce qui va également se jouer dans ce qui va, à mon sens, annoncer ce qui me semble se préfigurer en termes de troisième âge des aides, c'est que la rhétorique de l'exclusion, ou cette rhétorique, on va dire, de l'école inclusive, qui, on pourrait dire d'une certaine façon, dans les premiers temps de la lutte contre l'exclusion, empruntait à une certaine sociologie de l'exclusion, des in, des out, etc., va, avec la thématique de l'école inclusive, emprunter de moins en moins à la sociologie, et ce qu'on va voir se développer au nom de l'école inclusive, c'est une affirmation de références beaucoup plus psychologisantes et individualisantes, avec l'émergence d'une catégorie qui est devenue centrale dans les politiques européennes destinées,
qui s'inscrivent dans la continuité, dans la rupture avec les politiques d'éducation compensatoire, qui est la catégorie d'élèves à risque. Et l'appel d'offres auquel on a répondu dans la recherche, c'est un appel d'offres de la Commission européenne, et l'appel d'offres était évaluer, travailler sur les politiques destinées aux élèves à risque. Donc on a cette nouvelle catégorie élèves à risque ou élèves à besoins particuliers, et la catégorie élèves à besoins particuliers est tout à fait intéressante parce qu'elle est empruntée à l'enseignement spécialisé. Et on voit donc particulièrement dans un certain nombre de pays, alors aussi bien en Angleterre, ce qui est intéressant, c'est que c'est dans le pays où la politique d'éducation prioritaire est la plus ancienne, mais aussi dans les pays où elle est la plus récente, en particulier dans les anciens pays d'Europe de l'Est, dans notre échantillon, la Roumanie et la République tchèque, on voit s'affirmer dans ce qui se présente, ou ce qui est présenté comme dans l'affiliation des politiques d'éducation prioritaire, une multiplication aussi bien des programmes que des modes de ciblage. Alors, je vous en livre quelques-uns, parce que ça mérite quand même d'y regarder de près. Alors, donc au ciblage, aux catégories classiques qui étaient dans ce type de politique, alors les milieux sociaux dits défavorisés et éventuellement les minorités culturelles et ethniques, beaucoup plus présentes évidemment en Angleterre qu'en France, mais assez présentes aussi dans des pays comme la Suède, etc. On va voir se substituer. Alors voilà, je cite les listes, etc. Alors, les enfants de réfugiés ou demandeurs d'asile, les enfants malades présentant des troubles de l'apprentissage ou du comportement, ayant des besoins éducatifs spéciaux, les élèves doués ou talentueux, je reviendrai là-dessus, gifted talented pupils, voilà, c'est une des composantes massives des programmes Excellence in Cities en Angleterre ou des programmes en République tchèque ou en Roumanie. Voilà. Donc, les élèves qui appartiennent à tel ou tel genre, alors garçons ou filles, selon au choix, parfois c'est les garçons, parfois c'est les filles qui sont considérées comme ayant des besoins, comme plus ou moins à risque, ayant des besoins particuliers, voire alors tout élève en risque de désintérêt ou d'exclusion. Alors, ce que je trouve intéressant dans cette démultiplication des cibles, alors il y a quand même cette chose tout à fait intéressante, de prendre comme cible gifted and talented pupils, des élèves doués ou talentueux, c'est-à-dire une cible qui n'est pas définie par un désavantage, mais qui est définie au contraire par un avantage. Je reviendrai après. Donc on a cette multiplication des cibles qui s'accompagne d'une multiplication des programmes. Alors c'est là encore particulièrement évident en Angleterre, où on a il est même impossible de s'y repérer. Je vous invite, le chapitre que les collègues anglais ont écrit dans le bouquin est tout à fait intéressant de ce point de vue-là. Donc une multiplication des programmes qui sont souvent des programmes à très court terme et des programmes ciblés sur des élèves considérés des cibles, des catégories d'élèves considérées telles que je viens de l'évoquer, ou des catégories de problèmes. Alors la violence en milieu scolaire évidemment, la désaffection parentale, l'absentéisme, etc. Donc toute une profusion de programmes ciblés sur des problèmes qui sont d'une certaine façon complètement naturalisés et où on prend les problèmes à titre politique à peu près comme ils se présentent dans leur apparence la plus manifeste. Donc on a ce double mouvement de naturalisation de catégories d'élèves considérés comme à risque ou à besoin particulier sans qu'on s'interroge évidemment sur la notion de besoin, et puis de naturalisation des problèmes sociaux avec des objectifs politiques qui vont se penser et des programmes politiques qui vont s'évaluer à très court terme. Et là encore, l'Angleterre et la Roumanie, aux deux extrêmes, sont particulièrement intéressants de ce point de vue-là, parce on a en Angleterre des programmes qui durent 18 mois, on les évalue pratiquement au bout de 2 mois, où ils sont, voire même ils sont achevés depuis 2 mois, on les a évalués, on les remplace par d'autres qui sont à peu près aussi inefficients les uns que les autres. Et avec là, donc, on a une multiplication. Alors, la cohérence de ciblage que j'évoquais tout à l'heure entre des milieux sociaux, des zones et des établissements a volé en éclats totalement.
Et ce qui me semble s'affirmer dans cette modèle-là, et je crois que ce modèle est en train de s'affirmer, même s'il ne se donne pas, c'est un troisième modèle ou un troisième âge de ces politiques d'éducation dites compensatoires, mais qui, on ne sait plus si elles sont vraiment compensatoires, qui est un modèle, alors les anglo-saxons appellent le talent model, mais qu'on pourrait appeler un modèle de maximisation des chances de réussite de chaque élève ou de chaque catégorie d'élèves, avec l'idée donc d'une diversification extrême des programmes qui ne visent plus à lutter contre l'inégalité, mais qui visent à donner à chacun le maximum des chances d'épanouir son potentiel, ses talents. Et ça va de pair avec la remontée des rhétoriques très individualisantes de type alors on parle pas trop de dons parce que quand même du travail scientifique et idéologique qui a été fait qui fait que ça devient assez difficile, mais on va parler de alors les talents, les motivations, les aptitudes, enfin vous avez relisez le rapport Tello, il fourmille de choses de cet ordre-là. Et donc on a le changement, la référence ou la caution scientifique de ce type de programme et de politique n'est plus la sociologie, y compris la sociologie de lutte contre l'exclusion, mais une espèce de psychologie hyper individualisante et très naturalisante qui va s'intéresser à des catégories d'élèves sans même interroger leur mode de construction, sans même interroger ni les processus sociaux ni les processus scolaires qui donnent forme et contenu à ces types d'élèves supposés talentueux, supposés démotivés, supposés absentéistes, supposés violents. Et donc on a une espèce de naturalisation extrêmement forte qui s'accompagne d'une promotion de la diversification et de l'individualisation. Et là, par exemple, on a des choses quand même très très fortes qui s'affirment en France. Et moi, je m'en veux toujours d'avoir considéré qu'au début du programme Sciences Po ZEP, je me suis dit oui, c'est anecdotique cette idée, on va promouvoir des partenariats entre Sciences Po et au départ c'était 3 ou 4 lycées de Seine-Saint-Denis, et d'ailleurs n'étaient même pas ZEP, mais bon, peu importe. Donc j'ai considéré ça comme quelque chose d'anecdotique, et de fait, c'est pas du tout anecdotique. Et on voit bien que ça s'est diffusé très largement, et que ça participe très massivement. Là, c'est l'affirmation, à mon sens, de ce que j'essaie de dire, de ce modèle de maximisation des chances de réussite de chacun, mais sans qu'on s'interroge sur quels sont les processus sociaux et scolaires qui donnent forme et contenu à ces chances de réussite pour pouvoir éventuellement les transformer. Mais on a donc typiquement un retour à une idéologie de boursier. C'est-à-dire où les politiques alors aussi bien ZEP, maintenant on a HEC, on a Henri IV, etc. Et on nous dit, voilà, on va avoir une classe prépa pour élèves de ZEP à l'ENA. Quel cadeau, merci. Mais voilà, c'est typiquement, on va prendre les élèves méritants des quartiers défavorisés pour les promouvoir à un modèle d'excellence qu'on va évidemment pas interroger en quoi que ce soit, avec évidemment pour les autres, le risque de se satisfaire du socle commun et de ce qui va leur permettre d'accéder peut-être au minimum redéfini par le deuxième âge d'élèves. Et je pense que ce modèle-là, qui ne se dit pas tel quel, mais qui se met en place tel quel, est évidemment, alors il se met en place sous le même vocable en France de politique d'éducation prioritaire, mais il tourne radicalement le dos à ce qu'était, y compris dans ses ambiguïtés, ses ambivalences, le modèle de politique d'éducation prioritaire à ses origines, d'où, je crois, la nécessité, je sais pas combien de temps je parle, d'où je crois la nécessité de reprendre à nouveau frais cette question de la compensation. Et peut-être je vais conclure là-dessus. Reprendre à nouveau frais, c'est pas pour revenir aux idéologies du handicap socio-culturel, du déficit, etc., mais c'est peut-être de reprendre à nouveau frais cette question pour essayer de mieux documenter ce qu'on pourrait appeler une sociologie
du développement ou du développement socio-cognitif, une sociologie des apprentissages, mais qui campe pas sur la division sociale du travail entre sociologie de l'école et sociologie de la famille, par exemple, ou sociologie des loisirs, et de manière à pouvoir donner quelques éléments de réflexion sociale et politique. Et de ce point de vue-là, le paysage scientifique, il n'y a pas que le paysage politique qui est relativement démuni, à mon sens. Le paysage scientifique est tout autant démuni parce que on a dans ce paysage-là ce qu'on pourrait appeler une certaine, même pas simplement une certaine désociologisation de la recherche en éducation, mais je dirais même une désociologisation certaine, qui fait qu'on a aujourd'hui le curseur est massivement du côté de théories aussi, d'ailleurs y compris sociologiques ou qui se prétendent telles, très individualisantes, où on a à grand renfort d'études statistiques le modèle de l'économie se donne maintenant comme avec un certain nombre de travaux, en particulier ceux de l'IREDU, qui ont leur intérêt, mais se donne comme le parangon de l'analyse sociologique, et ce qui pose quand même un certain nombre de problèmes et scientifiques et politiques. D'où, je crois, la nécessité de reprendre à nouveau frais cette question de la compensation, et d'une politique, on peut pas obligé de l'appeler compensation, mais d'une politique de réduction de l'inégalité sociale, en évitant de reprendre les débats, aussi bien scientifiques et politiques des années 70, qui, de certaine façon, refilaient le patate chaude de la responsabilité de la production de l'inégalité, soit à l'école, soit à l'environnement scolaire, mais pour essayer de regarder un petit peu mieux dans le détail comment, dans les matrices d'activité sociale de ces sujets sociaux que sont les élèves, mais qui ne sont pas que des élèves, il y a de la production d'inégalité, mais qu'il y a aussi, sans doute, si on élucide les processus de production d'inégalité, de la marge de manœuvre, de la marge de travail, mais ici, l'école ne compensera pas les inégalités de la société, comme le disait Duncan. Mais je crois aussi que ça mérite, et puis ce sera la dernière chose que je vais dire, et on discutera de la suite, je crois que ça mérite aussi de faire un vrai travail théorique, scientifique et politique sur qu'est-ce qui fait que les rhétoriques de classe moyenne, de l'individualisation, de la diversité, du respect des rites, des aptitudes, etc., sont devenus hégémoniques dans le débat sur la transformation de l'école. Qu'est-ce qui fait qu'on a une critique de l'école, comment on pourrait dire, le référentiel néolibéral ou les nouveaux modes de régulation appuyés sur les logiques de quasi-marché et l'été évaluateur se sont emparés de thématiques de la critique de l'institution scolaire, mais d'ailleurs plus de la critique de l'école traditionnelle ou de l'école autoritaire que de la critique de l'école de classe. Et comment ça nous oblige à travailler sur qu'est-ce que c'est que, non pas forcément l'individualisation, mais ce que j'appellerais la subjectivation, et à contre-courant des rhétoriques de l'école de classe moyenne sur l'école fait du mal aux enfants, le savoir fait du mal aux enfants, les normes font du mal aux enfants, toutes ces choses-là. J'y vais un peu à la serpe, hein, vous m'excuserez, mais on pourra y revenir dans le débat, mais on peut le documenter parce que c'est quand même... Et l'authenticité de la sociabilité enfantine, juvénile, c'est en dehors de l'emprise de l'institution scolaire, et c'est nécessairement, c'est pas simplement une critique du fonctionnement de l'institution scolaire, c'est une critique de l'institution scolaire, c'est pas la même chose. Et on a ces thématiques-là, par exemple chez Dubé, de manière très très forte. Hein. Donc comment on reprend ça, et d'une certaine façon, moi j'ai envie de dire pour conclure, peut-être ici, comment on pourrait revenir sur ces questions-là à Vallon, mais pas à Vallon comme auteur du plan Langevin-Vallon, comme on le fait souvent de manière un peu nécessaire, mais un peu étroite, mais comme Vallon, psychologue, qui s'intéresse à fonder une psychologie non individualiste. Psychologie qui ne sépare pas le problème de la construction et du développement des sujets de leur activité dans des milieux sociaux normés, réglés et conflictuels. Pour moi, c'est pas mal de conclure sur Vallon ici.